Bonjour tout le monde. Le temps que tout le monde arrive, si vous avez envie, vous pouvez nous dire d'où vous nous parlez. Moi, de mon côté, je suis à côté de Nantes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi, du côté un peu plus Je suis à sud. Séoul, Ah oui, donc oui, C'est pour ça. le décalage horaire. Et c'est moi, je ça. suis sur, ouais. Et moi, je suis sur Rennes, Ok, oui. donc Et pas non très Ouais. loin plus de dans le Paris. sud, à 7, près de Montpellier. Ah bah, attends, normalement, on n'est pas loin. Moi, je suis de l'autre côté, un peu au-dessus de Clermont. Ah, Voilà. Mm. alors on On laisse tout le a monde une lycéenne arriver à aussi. 65, une Niortaise, une Toulousaine, enfin, une autre Occitanienne en tout cas. Ah bah, on a une Alors, deuxième Toulousaine. Toulousaine. la région est représentée, c'est Ouais, bon. c'est ce que j'allais dire, ouais. Euh, En fait, le sommet, c'est les Occitaniens et les Bretons. Voilà. Est-ce qu'on dit que Nantes est en Bretagne? Attention, hein. Oula, je ne vais pas rentrer dans de Ah, tels débats. Historiquement, d'après le duché. ouais. Depuis la Tunisie. Bonjour. Bah, dis donc, on a Oh. du monde à l'international ce matin. C'est ça. Alors, sans plus attendre, je vais vous proposer de démarrer le programme du jour. Maintenant qu'on a tout le monde qui arrive un petit peu. Alors, bienvenue tout le monde dans cette table ronde Dead for Good. Je suis hyper contente de vous accueillir sur ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur. Alors, comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va avoir un petit temps, on va présenter rapidement le sujet. Petit tour de table de nos intervenants, intervenantes et animatrices. Et puis après, on aura un temps de questions-réponses. Et donc, les personnes qui nous écoutent, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous, on fera remonter les questions à nos intervenantes. Le sujet, handicap, maladie chronique, aménager son travail pour ne pas péter un câble. Alors voilà, on ne garantit pas qu'on ne pète pas un câble, mais on va essayer quand même de donner deux, trois solutions en ce sens-là. Alors ce sujet-là, il nous semble hyper important parce qu'on remarque nous aussi dans la communauté Aid for Good qu'on a beaucoup de personnes qui sont concernées par ces sujets, beaucoup de personnes qui aussi font le choix d'être freelance parce que ont un handicap ou une maladie chronique et ne retrouvent pas toujours les aménagements appropriés vis-à-vis du travail, ce qui peut aussi créer des cas de précarité d'autant plus grands sur ces sujets-là. C'est un sujet qui concerne en fait tout le monde parce que vous avez forcément un ou une collègue qui peut être atteinte, des apprenants et des apprenantes qui peuvent être atteintes, même si on ne voit pas toujours les handicaps et qui ne sont pas toujours déclarés. En fait, vous serez confronté à ces sujets-là et c'est une façon aussi de mieux comprendre comment inclure ces publics, comment être, avoir la bonne posture avec les personnes autour de nous. Et si vous êtes vous-même concerné par ces sujets, d'y trouver un petit peu de réconfort et de se dire qu'on n'est pas seul dans ces sujets-là. J'avais une amie qui parlait de maladie chronique, elle parlait d'obstacles chroniques. Ah, pas mal Parce que comme c'est vrai que expression. comme tu dis, c'est pas toujours reconnu. J'ai une amie, par exemple, qui est dans ma situation d'impossible de travailler, mais juste parce qu'en fait, elle a des très très grosses intolérances alimentaires, elle peut rien manger et elle a des grosses douleurs de dos. Donc en fait, elle peut Hmm. pas dormir longtemps parce que sinon le ventre lui fait mal, mais après elle peut rester debout longtemps parce que sinon lui fait mal. Donc en fait, finalement, en théorie, elle pourrait travailler, elle a pas de grosses maladies, mais finalement, elle a des attaques chroniques qui viennent dans son chemin. Je garde l'expression, pour le coup. Ouais. Justement, Barbara, je vais te donner la parole parce qu'on va démarrer notre tour de table. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà, ton nom, prénom, métier et ton lien justement avec ce sujet? Bah alors, moi, c'est Barbara Courtin, un peu comme les alcooliques anonymes, hein. Bonjour Barbara. En fait, j'étais réparatrice en pharmacie et le fait de péter un câble, bah, je l'ai fait. C'est un métier où c'est encore à l'ancienne.
avec des bonnes mentalités à l'ancienne, où on attend d'un préparateur ou d'un pharmacien qui ne soit pas feignant. Et donc, en fait, je trichais pour cacher les besoins de ma santé. Et à force de, même en aménagement autant que possible, et en ne pouvant pas, eh bien, souffler, eh ben, finalement, j'ai fini par péter un câble. Et donc, du coup, là, après 4 ans de convalescence, je reprends tout doucement une activité. Maintenant, pareil, financé non pas par Pôle emploi, mais par l'invalidité de niveau 2 et le complément de la mutuelle. Voilà. Et du coup, maintenant, mon objectif, ça reste toujours d'aider les gens. Parce qu'avant, quand j'étais en pharmacie, j'adorais mon métier. Voilà. C'est même pas mon métier qui me fait un burn-out, c'est vraiment l'ensemble. Je craquais de partout. Le métier a juste pas aidé. Euh, et du coup, j'ai aidé les gens, en fait, à pouvoir atteindre mieux les objectifs par rapport à la santé. Et maintenant, je continue. Parce que je continue sur le plan de la vie et des finances personnelles. Comme ça, on se prend pas la tête sur le reste. Les émotions, les problèmes financiers qui pourraient arriver, tout ça, c'est résolu et on se concentre sur le plus important. Voilà. Et sinon, à Merci côté, Barbara. je me suis amusée avec Vas-y, vas-y. les maladies. Je sais pas si jamais on les cite ou pas, du coup. C'est comme tu le souhaites. Vraiment, c'est. Bah, moi, pour m'amuser, je trouvais ça très drôle de cumuler plein de petits trucs, en fait. J'ai des troubles neurodéveloppementaux avec un trouble de l'attention avec hyperactivité, un trouble du spectre autistique. Ce n'est pas un handicap, mais ça intervient quand même au niveau neurodéveloppemental. Donc, j'ai un QI de 125, donc je suis douée officiellement. Donc, ça inclut une façon de réfléchir qui est différente. Et physiologiquement, j'ai un trouble hormonal avec un syndrome de l'ovaire polycystique et une fibromyalgie et un syndrome des lèvres danseuses. Voilà, un SED. Ce qui fait que du coup, je vais avoir une très très grande fatigabilité et très vite des douleurs. Et sachant Mm. qu'en plus, nerveusement, du coup, je récupère très lentement et que je vais facilement avoir de l'anxiété et un syndrome de dépression chronique. Parce que du coup, je dis quoi que je fais ça avec le burn-out, je fais de l'anxiété. Mais tout est lié. C'est le cumul Ouais. qui fait les choses aussi. C'est ça, c'est ça. Merci en Merci tout cas pour beaucoup. le partage. On aura le temps d'aller un petit peu plus en profondeur aussi sur ces sujets-là. Geneviève, si tu peux aussi voilà, te présenter. Ouais, je vais faire ça. Alors, du coup, moi, c'est Geneviève Le Gall. Je suis ingénieure pédagogique donc en freelance, avec une particularité, je suis en portage salarial, on en parlera tout à l'heure. Alors moi, quand on parle craquage, moi aussi j'ai eu une phase de craquage. J'ai fait un burn-out je ne sais même plus en quelle année, il y a un moment déjà. Donc j'étais en arrêt long pendant 2 ans, sur un cumul aussi de choses qui allaient du perfectionnisme à une demande trop importante, à l'envie de bien faire, qui cumulait beaucoup de choses, des enfants en bas âge, enfin voilà, on a un beau panel avec une maladie chronique qui est l'asthme. Donc on a tendance à se dire que l'asthme, si c'est traité, c'est pas, voilà, on fait avec. Et en fait, il y a des périodes où on fait avec, il n'y a pas de problème, et il y a d'autres où c'est vraiment très présent dans le quotidien. Et donc, ça engendre une fatigue et une fatigabilité qui est hyper importante et dont on ne tient pas forcément compte. Donc, ça, moi, j'ai appris à être plus attentive à ça parce qu'effectivement, quand le souffle diminue, bah forcément, on a des difficultés qui arrivent en journée dont on n'a pas forcément conscience tout le temps. Et donc, ça s'apprend, en fait. Donc, j'ai appris à mes dépens que il fallait y faire attention, y être attentive. Et j'ai un handicap reconnu en fait sur une sciatique invalidante qui a été opérée en 2023. Donc j'ai un certain nombre de choses que je ne peux plus faire. J'ai été pendant longtemps avec des lumbago à répétition, des sciatiques à répétition, jusqu'à ne plus pouvoir bouger, à ne plus pouvoir, enfin, à limiter tous mes déplacements, limiter toutes mes activités. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été opérée. Et donc, ce qui me fait tilter sur le handicap, c'est à partir du moment où vos activités sociales sont plus gérables, c'est-à-dire qu'on commence à limiter beaucoup de choses, il faut vraiment se poser la question du handicap, parce que c'est là que ça intervient pour les médecins. Moi ce qu'on m'a dit tout de suite, c'est bah oui, si vous êtes limité à ce point-là au niveau interaction sociale, sortir de chez vous, il faut faire quelque chose et il faut que ce soit reconnu. Donc, ça fait partie des signaux d'alerte médicaux.
Et donc, suite à l'opération, eh ben, je peux plus rouler beaucoup. Enfin, je pouvais déjà pas avant, mais là, c'est bien inscrit. Je suis limitée au niveau des déplacements. Faut que je puisse régulièrement bouger. Alors, on en parle souvent. Il faut pas rester devant son ordi, par exemple, très longtemps. Il faut bouger entre-temps. Chez moi, c'est une obligation. J'ai pas vraiment le choix. Je peux pas porter de charge lourde. Voilà, ça a un impact en fait sur le quotidien. Et donc, quand j'outrepasse un peu ces règles d'hygiène, parce qu'on a tous tendance à faire ça et à se dire c'est bon, ça va, je vais le faire, je peux Ça rester va encore, passer. ça va passer, c'est pas très grave, je rattraperai après. Et ben, je me retrouve, voilà, on repart sur des médicaments, du traitement, où il faut vraiment beaucoup ralentir, etc. Donc l'équilibre est hyper complexe à trouver, finalement. Mm. Donc voilà pour le Merci. côté handicap, maladie chronique. Je cumule les deux aussi. Ouais. Merci Geneviève pour ton partage. On aura justement aussi l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur aussi sur ces sujets-là. Alors, pour nous présenter aussi Florine, si tu veux y aller, et je clôturerai ces présentations. Oui. Et ben, bonjour à toutes et tous. Donc, pour ma part, je suis Florine Grelier. Je suis également indépendante en tant qu'ingénieure pédagogique et conceptrice e-learning. Comme expliquait un peu Diana dans la présentation, je fais partie des personnes qui sont pas vraiment freelance par choix, mais on se rend compte effectivement qu'il y en a beaucoup dans la communauté. Pour ma part, et c'est arrivé tardivement, voilà, ça fait 2-3 ans que je suis très invalidée par une endométriose sévère et neuropathique. Donc, il y a énormément de symptômes liés aux douleurs chroniques, à la fatigabilité. Je peux pas travailler des journées entières, je peux pas rester assise toute la journée, pas debout toute la journée non plus. Voilà, il y a tout ce qu'expliquait Geneviève sur la nécessité de devoir bouger dans la journée. Donc effectivement, une nécessité d'aménager mon temps de travail, mais pas que, puisque c'est bien l'objet des tables rondes de Head for Good, c'est de traiter des sujets qui mêlent le professionnel et le personnel. Donc effectivement, ça implique pour beaucoup d'entre nous touchés par des maladies chroniques et ou des handicaps, d'aménager la vie pro, la vie perso, ce qui est simple pour personne, je crois. Et pour rebondir sur ce que disait Geneviève, il y a une militante anti-validiste dont j'ai mangé le nom, mais que je pourrais vous retrouver, qui parle de handicap fluctuant et que je trouve la notion assez adaptée à certaines maladies chroniques pour lesquelles on peut avoir beaucoup de symptômes à certaines périodes, un peu moins à d'autres. Bon, parfois c'est tout le temps. Mais ça permet aussi de se reconnaître dans le champ du handicap, de se dire, même si je ne suis pas empêchée et handicapée tout le temps, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit à une reconnaissance de mon handicap et aux compensations ou aides adaptées. Voilà pour moi. C'est vrai qu'on attend. C'est vrai qu'on a tendance, quand on parle handicap, on parle justement à s'imaginer la personne dans un fauteuil roulant H24, Mm. la personne qui est incapable de pouvoir faire quoi que ce soit, qui a besoin d'aide, qui est même pas autonome. Or, justement, quand on est handicapé, quand on a une maladie chronique, c'est pas parce qu'on peut garder notre autonomie qu'on a forcément la même vie que tout le monde. Et ça a un Bien énorme sûr. impact sur nous. Bien Complètement. sûr. Mais on peut avoir besoin d'un fauteuil un jour et pas le lendemain, un matin et pas l'heure Mm. d'après. Mais c'est pas des choses C'est ça aussi, qu'on les est gens. très habitué à Ouais, voir ou à entendre parler, effectivement. Complètement. bah, ça rappelle un Alors, truc je qui est vais... pendant les Jeux Olympiques. Excuse-moi, Diana. Du coup, tu veux dire quelque chose? Vas-y, Barbara, et après, je clôturerai notre tour de table pour passer aux échanges. Pendant les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, il y a les Jeux à l'escrime, c'est un fauteuil roulant. Mais il y a ceux qui peuvent se lever après et ceux qui sont en fauteuil roulant définitif. Donc, il y a deux catégories différentes. Et en fait, quelqu'un avait pointé en se moquant et en humiliant, grosso modo, la championne parce que quand elle avait fini de son combat qu'elle avait gagné, elle s'était levée. Et elle me dit, bah, c'est pas une vraie handicapée. Il Ouais. avait eu un tollé dans les messages. Et c'est pas volontaire, en fait, ça représente juste que malheureusement, beaucoup de personnes pensent. Oui, Mm. ce sont les représentations liées au handicap. On revient sur le problème de visibilité de nos thématiques. Mm. Ouais.
Eh ben, je peux bien illustrer justement ce point-là. Donc, de mon côté, c'est Diana Portella. Je suis ingénieure pédagogique et conceptrice digital learning sur les sujets socio-environnementaux. De mon côté, je suis aussi atteinte comme Florine d'endométriose. Donc, moi, de mon côté, les symptômes sont apparus dès les premières règles, donc depuis mes 13 ans. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était. Il y a eu une très forte errance de diagnostic encore aujourd'hui qui se poursuit. Une difficulté à se faire accompagner par les bonnes personnes aussi sur ces sujets-là. Et puis, bah, comme tu disais, Florine, c'est quelque chose qui est fluctuant. Donc, je vais avoir des périodes où je vais me sentir toute puissante et pouvoir faire tout ce que j'ai envie. Mais justement, des périodes où je vais pouvoir un peu me surestimer et le regretter les quelques jours d'après. Et puis des périodes où tout s'arrête et voilà, des périodes qui peuvent durer quelques jours, des semaines. Moi-même, j'ai eu des périodes où j'ai eu besoin de fauteuil roulant pour me déplacer parce que bah, plus en capacité de marcher, trop de douleur et après de se dire ok, peut-être qu'on peut remarcher un petit peu derrière. Et en fait, on n'a pas forcément l'image d'une. Enfin, moi, je sais que je vais pas forcément avoir cette image, peut-être d'une personne qui va vivre avec ça. Et pourtant, ça reste une réalité qui n'est pas toujours communiquée derrière. Mais on va en parler un petit peu plus en profondeur sur ces questions aussi de perception et d'impact. Alors, quand même, pour aller un peu plus loin que notre tour de table et qu'on rentre vraiment dans les échanges, mais c'est bien parce qu'on a abordé notre première question quand même, qui est les impacts directs, et on pourra passer aux questions suivantes. Je vais quand même vous dire qui on est, nous, Head for Good, avant qu'on aille un petit peu plus loin. Donc, Head for Good, on a pour mission de réinventer ensemble la pédagogie de demain pour un futur souhaitable. Et pour ça, on va rassembler des pédagogues engagés de tout l'écosystème éducatif, ingénieurs pédagogiques, chefs de projet, formateurs, formatrices, enseignants, des personnes qui vont exercer dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. On va avoir des personnes réparties dans toute la francophonie et sur des causes variées, environnement, accessibilité, diversité. Et on va venir co-développer des solutions pédagogiques responsables et engagées pour faire de l'éducation un levier de transformation globale et profonde de notre société. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par le sommet des freelances du digital learning organisé par Delphine Froid. Un grand merci à Delphine pour cette invitation. Et les points communs justement vis-à-vis des sujets, c'est l'approche humaine de Delphine sur ce sommet et nous, les aspects éthiques qu'on amène par Head for Good. Et donc, cette table ronde est une fusion des deux. Un petit point aussi, simplement pour rappeler aussi le cadre vis-à-vis de ces témoignages. Ici, vous le verrez, tous les handicaps ne sont pas représentés. Ce sont bien sûr des témoignages et un handicap peut être complètement vécu différemment d'une personne à une autre. Donc, bien prendre en compte ces éléments-là dans ce qu'on pourra raconter aujourd'hui. Voilà. Allez, on va passer aux échanges. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on prendra certaines questions du chat. Florine, je te laisse lancer la première question. Alors, peut-être qu'on peut passer la première question finalement sur les impacts du pro-perso parce qu'on les a abordés dans nos présentations. Oui. Après, si vous voulez rajouter quelque chose, vous nous le dites. Du coup, Barbara et Geneviève, nos deux intervenantes du jour. Donc, notre première question était axée autour de comment votre maladie chronique ou handicap impacte concrètement votre vie professionnelle. Je pense qu'on en a un peu parlé. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Ensuite, on voulait s'orienter sur une question un peu touchy, en tout cas selon les personnes. Est-ce que vous parlez de votre handicap ou de votre maladie chronique à vos clients, vos partenaires ou peut-être auparavant à vos collègues, direction, etc. Est-ce que vous en parlez aussi dans votre communication, vos réseaux sociaux et oui ou non et pourquoi, sachant que il n'y a pas de bonne réponse ou de réponse universelle, mais plus savoir comment ça se passe de votre côté à chacune. Est-ce que l'une de vous souhaite prendre la parole en premier? Il y a un truc que j'aimerais rajouter sur la partie impact et qu'on a tendance à oublier. C'est à quel point un handicap ou une maladie chronique impacte notre concentration.
Ouais, Et ça, souvent, quand on pense frustration, on va penser, bon, ok, les troubles d'attention, les personnes qui ont un handicap mental lourd, ok, mais quand tu as mal, tu peux pas te concentrer longtemps. bien sûr. Quand tu es fatigué, tu peux pas te concentrer longtemps. Je pense que Geneviève Confirme. pourra le confirmer, mais Ouais, ouais. voilà, quand ta respiration, elle est pas bonne, ou tu dois passer du temps justement à surveiller pendant ta concentration, ta respiration, tu peux pas te concentrer sur autre chose. C'est ça. Donc, Ouais, ouais. avant, je parlais beaucoup d'activité justement dans les formations en ligne. Et c'était une chose, en fait, une vidéo qui fait plus de 10 minutes, c'est bon, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais elle va impacter elle va impacter mine de rien, ses élèves. Parce que, bah, la concentration, déjà de base, la concentration humaine, elle dure peu de temps, mais pour personne qui a un obstacle chronique, c'est encore plus volatile. Et ça Mm. dépend tellement des jours aussi. Et ça a Donc, un quelqu'un impact que, on parlait aussi. du fait que, oui. Vas-y, fini. On parlait justement des fois on a besoin d'un fauteuil roulant, des fois non, il n'y a pas besoin. Ben, des fois on peut se concentrer 1 heure ou deux et des fois on peut pas. Puis il y a aussi des choses, par exemple, des personnes ont mal à comprendre que ben, je suis OK moi de faire des choses physiques, d'aller faire parfois je peux me concentrer dans mes loisirs, mais par contre tu me demandes de me concentrer pour apprendre, je ne peux pas. Donc en fait, on me dit mais je crois pas pourquoi t'arrives à faire ça, mais t'arrives pas à faire ça. Parce qu'en fait, ça, apprendre, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Travailler, fournir un effort, devoir me concentrer, volontairement, c'est compliqué. Ça dépend du niveau d'énergie. Je pense que toute personne concernée par C'est ça. une maladie chronique C'est ça. en entend parler ou en parle un jour ou l'autre. Tu confirmes, Geneviève? Ouais, je confirme. Et puis, enfin, en fait, quand on parlait du problème de concentration lié à la fatigue, etc., derrière, ça engendre aussi, on est moins efficace, on avance moins vite. Et donc, ça peut aussi générer de l'anxiété, parce qu'en fait, on se rend compte Mm. qu'on n'a pas avancé autant qu'on aurait voulu, on prend du retard. Et tout ça, c'est une boucle, en fait, qui est pas facile à briser, finalement. Il y a une spirale, qui s'enchaîne. Donc, il faut réussir à trouver des temps où on va pouvoir en prendre conscience déjà, et puis prendre ce recul qui permet de se dire, voilà, attendez, là, j'ai besoin vraiment d'une pause, il faut que je m'arrête là, mais il faut aussi quelque part que je puisse travailler. Donc voilà, retrouver un équilibre, et ouais, ça reste un enjeu de tous les jours. Enfin, moi, c'est quelque chose Complètement. qui revient très régulièrement. Et il y a autre chose sur le côté gestion de l'énergie. Moi, je démarre pas mes journées avec la même énergie tous les jours. Et en fait, quand on est en freelance, on a aussi toute cette partie réseautage, prise de contact, etc. Et on se programme des choses souvent très en amont. Moi, j'ai des rendez-vous qui sont pris à 3 semaines, un mois. Et en fait, des fois, je ne sais pas. Enfin, en fait, je ne sais pas dans quel état je serai à ce moment-là. Est-ce que je vais être en capacité d'assurer, etc. Et c'est des questions qui restent en suspens pour moi. Est-ce que je m'oblige? Est-ce que j'y vais quand même? Comment je vais gérer? Et c'est toujours Mm. aussi une petite source d'inquiétude, en fait, de se dire, donc on rentre ouais, dans une anticipation qui est pas facile à gérer finalement. Donc ça fait partie aussi du quotidien de se dire, bon, ok, là j'ai calé tant de rendez-vous, faut que je m'arrête là, même si j'ai une demande, je peux pas. Et donc ça m'a pris du temps au début de l'installation de mon activité de savoir ouais, combien de rendez-vous je prends, combien d'afterwork, à combien d'événements je participe sur le mois, pour ne pas me griller non plus, et pas pouvoir Complètement. assumer mes journées derrière. Enfin, ça fait sur le boulot de freelance, en fait, il y a cet enjeu-là aussi, qu'on doit être disponible pour nos clients, mais aussi pour nos prospects. Mm. Et je trouve que c'est vraiment chez moi, c'est la partie la plus complexe à gérer, en fait. Euh, Mais là, pardon. Vas-y. Non, je disais pour clôturer, résumer un peu ce que vous dites là, ça pointe à la fois un impact au niveau des enjeux et à la fois une solution. C'est-à-dire qu'effectivement, peu importe la maladie, je pense qu'il y a cette gestion de l'énergie qui peut être compliquée. Moi, par exemple, je vais quasiment pas à des événements de réseautage en présentiel parce que c'est trop compliqué. Ça veut dire qu'en termes d'impact, on est impacté au niveau de l'estime de soi aussi. Enfin, on peut être impacté au niveau de l'estime de soi. On a un impact au niveau éventuellement effectivement de notre productivité. Et en termes de solutions, je trouve intéressant ce dont tu parles et qui me parle aussi, et je sais à d'autres, c'est d'apprendre à se connaître,
même si c'est fluctuant, hein. Donc il y a des fois où ce Oui. sera pas OK, pour pouvoir aménager les rendez-vous, les moments de travail, de concentration, en se disant, si je fais de cette manière-là, normalement ça passe. À part s'il y a un pic, une crise, voilà, je sais, selon les maladies, effectivement. Mais ça fait partie des solutions d'aménagement, selon moi, de déjà Complètement. repérer comment on fonctionne. Les saisons aussi, surtout les pathologies physiques. Je pense Mm. que Geneviève va s'associer avec l'asthme parce que les C'est ça. printemps et les saisons qui sont peut-être plus compliqués. Je Ouais. sais que dans le cas des pathologies douloureuses, souvent l'hiver est dur. Février est dur pour tout le monde, pour le moral, mais si jamais on a des pressions chroniques ou autre, ben, ça peut aussi intervenir là-dedans pour plomber. Et je pense que c'est important à la fois de connaître là où c'est OK pour nous, on va pouvoir y aller facilement. On pourra le suivre même si jamais on n'est pas très très en état. Comme tu dis, bah toi par exemple, le fait de développement potentiel, c'est pas ton truc. Alors que moi, le fait de développement potentiel, ça passera. C'est pour vraiment que j'ai très mal pour que je puisse pas y aller. Mais à côté, ça va me demander 2-3 jours de repos avant, 2-3 jours de repos Oui, c'est derrière. ça. Mm. Et Tout l'autre à truc fait. Ça que fait je partie fais, de c'est autant, l'anticipation. autant, Ouais. voilà. Et autant que possible, je ne prends pas de rendez-vous fixe. Mm. En fait, je n'ai même pas de planning à la journée. J'ai fait un planning à la semaine. C'est dans cette semaine, je voudrais faire à peu près ça. Je définis Mm. mes tâches. Cette semaine, ben, je dois publier mon épisode de podcast, faire la newsletter, faire les 2 posts pour le Instagram et commencer à lister les thèmes pour de podcast pour le prochain lancement. Voilà, c'est juste les tâches de cette semaine. Et en fait, en fonction de mon énergie, je vais piquer ce que j'ai besoin. Mes clientes, elles, me contactent, elles sont sur WhatsApp et tout. Donc, elles prennent elles-mêmes leur rendez-vous. Et de manière générale, j'ai bloqué mon calendrier pour qu'il y ait qu'un seul rendez-vous par jour. Ouais. C'est qu'en fait, Oui, si jamais il y a besoin, je suis en état, tout va bien, quelqu'un fait pas, je vais prendre rendez-vous avec toi, mais s'il n'y a pas de rendez-vous ouvert avant 2-3 semaines, bah, ok, il n'y a pas de souci, on se retrouve tout à l'heure ou demain, je peux proposer de moi-même un rendez-vous. Mais sinon, je suis Et tranquille, tu en vas fait, pas d'avance. t'imposer. Mm. C'est ça, c'est ça, Mais c'est ça. c'est chouette, Et tu c'est parlais aussi justement, des solutions là que tu pointes, Barbara. mm, C'est et tu parlais intéressant, de prévoir un planning communiquer, à la semaine, un seul rendez-vous par jour. et Mm. tu parlais de communiquer dessus, j'en ai fait en fait ma force. C'est que figurez-vous, on Mm. n'est pas les seuls à avoir des obstacles chroniques. Parce que bah, il y a la santé, il y en a beaucoup qui l'ont, mais il y a les imprévus. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des obstacles chroniques par procuration. C'est qu'en fait, beaucoup de personnes ont des membres de leur famille proche qui doivent gérer un conjoint, des enfants, des parents qui ont des problèmes de santé ou qui ont bah, le fait d'avoir des enfants ou un travail prenant. Et en fait, j'en ai fait un point de communication, c'est qu'en fait, par exemple, pour mon programme de coaching long, chaque rendez-vous est prévu après le suivant. C'est qu'en fait, on achète non pas un accompagnement sur un nombre de mois, mais on achète un suivi avec un nombre de séances. Mm. Et en fait, si jamais ils veulent le faire toutes les semaines, il n'y a pas de souci, ça fait 6 semaines. Mais si jamais bah, tu n'as pas beaucoup de temps de travailler, tu n'as pas la tête à ça ou autre, ça se fait en plus longtemps. Et si jamais tu arrives et le jour J, ben mince, t'es pas en état, t'as passé une mauvaise nuit, l'insomnie. Combien de fois vous vous réveillez le matin, vous avez mal dormi, vous n'êtes pas du tout en état de travailler? Bah ok, il n'y a pas de souci. Juste tu me préviens à temps. Moi je ferai autre chose. J'ai toujours autre chose à faire. Donc ça va pas me bloquer en lui-même. Au pire, je prendrai un bouquin et je lirai. Je serai contente, j'aurai pris un moment de repos. Mais voilà. Et du Mm. coup, c'est devenu un point fort. Je communique parce que mes clients sont au courant qu'à n'importe quel moment, je peux annuler dernièrement si jamais ça va vraiment, vraiment, vraiment pas, malgré tout ce que j'ai prévu. Et eux savent qu'ils peuvent annuler dernièrement si jamais ils ont besoin. C'est OK aussi. Ouais. Et je me permets, D'accord. Barbara, si c'est bon pour toi, de passer aux réponses de Oui, Geneviève, parce que je pense qu'on va être prise par le vas-y. temps. Oui. De ton côté, sur est-ce que tu en parles dans le cadre de ton activité à tes clients ou à des collègues freelance? Alors, aux collègues, oui. Aux clients, ça m'est jamais arrivé, je pense. Enfin, c'est parce qu'en fait, j'aménage mon temps de manière enfin, mon temps, mes créneaux, de manière à ce que ça ne se ressente pas. Et donc, effectivement, ça m'arrive d'être en rendez-vous client, avoir un peu moins d'énergie, mais comme beaucoup de gens, enfin, c'est pas. Par contre, une chose, c'est que je limite souvent mes rendez-vous à 1 heure. Au-delà, pour moi, la concentration, c'est compliqué. Il faut que je puisse bouger. En fait, je peux pas rester assise sur mon siège. J'ai un siège ergonomique adapté, hein, et pourtant,
Une heure, ouais, ça devient, voilà, j'ai besoin de gigoter, j'ai besoin de me mettre debout. Donc souvent, ouais, je m'arrange pour limiter les rendez-vous. Souvent, ça déborde un petit peu, c'est pas très gênant, mais en tout cas, la base qui est prévue, c'est une heure et je prévois pas de rendez-vous de 2 heures. C'est pas toujours simple parce que quand on est en ingénierie péda, il y a besoin de beaucoup d'échanges avec les experts en face. Mais du coup, on fait des rendez-vous un peu plus réguliers et je me rends compte que finalement, ça les arrange un peu parce que ça bloque moins de temps aussi pour eux dans leur agenda. Ça laisse le temps de réfléchir entre deux séances. Et donc, du coup, pour l'instant, j'ai pas eu de réticence là-dessus, en tout cas. Mais l'an dernier, j'ai fait des rendez-vous de coordination sur 2 heures de temps. Pour moi, c'est juste très compliqué à gérer. Mais là, Très par contre, énergivore. ouais, c'est ça. Et là, l'avantage, c'était que les caméras étaient éteintes. Donc, ce qui me permettait d'être debout Mm. face à l'écran. Voilà, je trouve des adaptations, du coup, des possibilités. Sinon, effectivement, j'aurais communiqué dessus parce que ça devient pas gérable. Et on parlait aménagement aussi. Il y a aussi l'aménagement matériel, en fait. Installer son bureau. Quand on est en salariat, moi, je l'ai fait en salariat. Euh, donc, j'ai appris à comment gérer mon fauteuil, savoir comment il faut le régler, comment s'installer, etc. avec eux. Je le reproduis aujourd'hui en tant que freelance. Et je pense que ça m'a sauvé le dos, quoi. Très clairement, les capacités à être devant l'écran, à y rester. Sinon, je ne pourrais pas tenir assis si mon poste n'est pas bien installé. Donc, c'est hyper important aussi de se faire accompagner, même sur son aménagement matériel quand on est face à un écran, souvent dans la journée, il y a des petites choses à savoir quand même. Donc, dans les aménagements, il y a ça, il y a du matériel que tu dois acheter, te fournir, c'est un peu particulier. Et l'autre Mm. chose que je voulais dire, oui, je suis en portage salarial. J'ai mis du temps à signaler que j'étais handicapée, enfin que j'avais une reconnaissance de travailleur handicapé, parce que je ne dis pas je suis handicapée. Euh, et bah, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pris en compte. Mais c'est vrai que quand on est en freelance, qu'on est chez soi, qu'on travaille tout seul, on a tendance à se dire, bon, on va gérer, et on gère tout seul. Et finalement, il y a quand même des situations où il faut communiquer dessus. Voilà, juste, Mm. Merci juste. beaucoup, Par Geneviève, pour rapport ce... Merci. Vas-y, pardon. pour ceux qui sont encore salariés, je ne sais pas comment ça marche exactement pour la partie freelance, mais pour ceux qui ont encore une partie salariée, si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé qui est assez facile à obtenir auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, vous Ça pouvez dépend des demander un aménagement départements. du poste de travail. Même pour la RQTH? Ouais. Ah oui. Ah ouais, chez nous, c'est D'accord. compliqué, hein. Parce Ouais. que Enfin, 44. justement, on m'avait dit que tout ce qui était payant, c'était mort. Alors je refusais la hache parce que sinon je peux aller bosser. Je suis en béquille, je peux pas conduire jusqu'au moment du travail, mais c'est pas grave, je peux aller bosser d'après eux. Euh, et du coup, par contre, tout ce qui est pas payant, genre la RQTH, ils ont moins de difficultés. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir la RQTH, vous pouvez demander un aménagement de votre poste de travail. Ouais, c'est ce Et que j'ai votre fait. employeur a une prise en charge, une partielle. Des Mm, fois, c'est des trucs tout bêtes. Mon père en a bénéficié parce qu'en fait, tous les postes l'écran était décalé des sièges, en fait. L'écran était décalé du clavier. Et donc, ça lui créait une torsion dans le dos. Ça lui créait des problèmes. Donc, il a le même souci que moi et il a le celle lui aussi. Et en fait, nos disques bougent. Ce qui fait que ça mm. nous pince les nerfs et tout le bazar. Et ben, résultat, il a eu un aménagement complet sur mesure pour avoir son écran en face de lui, de son clavier, et une chaise adaptée, comme toi, Geneviève. Donc, faut Mm. pas hésiter, parce qu'il y a pas mal de ressources qu'on ne connaît pas. Il existe des aides effectivement liées à la compensation du handicap. Voilà. Très très rapidement, je ne sais pas, Diana, je te laisse me dire si j'évoque Alors, très rapidement le statut de TIH parce qu'on est en train de déborder. ouais, alors désolé, on n'aura pas le temps forcément d'aborder toutes les questions d'aide, etc., parce qu'on va arriver aussi à la fin de ce live. Peut-être pour quand même amener un dernier point sur ce sujet-là, on a vu comment ça impacte finalement concrètement le quotidien professionnel, personnel, que finalement c'est aussi difficile d'en parler autour de soi, mais que des fois c'est nécessaire pour justement mettre en place des aménagements. Et on a pu voir que comme la majorité des aménagements que vous avez viennent
quand même de votre ressort à chaque fois. Mm. Peut-être une dernière question, c'est finalement qu'est-ce que vous faites aussi à titre individuel pour ne pas trop péter un câble aussi. Je prends mon exemple personnellement. Moi, à un moment, je sentais que c'était plus gérable. Pareil, je ne suis pas freelance forcément par choix au tout début. Maintenant, oui, mais c'était pas forcément le cas au départ. La maladie, à un moment où elle prenait beaucoup trop de place, j'ai ressenti le besoin de me dire je vais aller créer quelque chose pour que d'autres personnes se reconnaissent et j'ai créé un jeu vidéo sur l'endométriose au travail parce que j'avais besoin que ça se reconnaisse et c'était un peu ma façon de d'annoncer aussi la maladie et ça a été un petit peu thérapeutique, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis d'y mettre toutes les remarques que j'avais entendues depuis un moment. Voilà, est-ce que vous, il y a eu quelque chose d'un peu voilà, qui vous a aidé justement à tenir alors en une minute chacune, si possible. Alors moi, je crois que c'est en fait le burn-out a été un vrai révélateur qu'il fallait que je prenne soin et que c'était en amont qu'il fallait travailler. Euh, qu'il fallait pas attendre d'être mal pour s'en préoccuper. Donc ça, je crois que c'est quelque chose, toute la prise en charge qui a été faite autour du burn-out, que je réutilise encore, hein, un peu de sophrologie, de la méditation, de l'activité physique régulière, parce que mine de rien, ça fait du bien au corps, mais ça fait aussi du bien à la tête. Et donc, ouais, ça, voilà, c'est je pense que c'est ce qui m'a aidé le plus, en fait, d'avoir cet accompagnement sur qu'est-ce qu'on met en place en amont euh, des douleurs, des difficultés, etc. Merci Geneviève. Alors moi, le burn-out n'a pas été un révélateur. Ah, excuse-moi. Vas-y Barbara, vas-y. Moi, le burn-out n'a pas été un révélateur, il était un flingueur parce que je suis allée vraiment trop loin et j'en suis à un stade où je suis passée à 2 doigts de l'hospitalisation parce que mes parents, en fait, j'étais en hospitalisation chez eux. J'y ai passé 2 ans à grosso modo dormir et mettre les pieds sur la table. Voilà. Et j'avais à manger et mes soins qui étaient suivis par mes parents. Voilà. Donc, ça a été trop fort pour pouvoir juste servir d'avertisseur. Mais c'est vrai qu'en fait, ça m'a forcé à prendre en charge certaines choses, à avoir une coach, à reconnaître que je ne pouvais pas tout porter, à reconnaître que j'avais le droit de dire que j'avais des besoins particuliers et que j'avais le droit de demander à ce qu'on me respecte. Mais c'était également me former à mon système nerveux pour reprendre la main sur l'anxiété qui à ce moment-là explosait, qui ne pouvait plus être cachée. Et en fait, à l'heure actuelle, je dirais que c'est ça parce que je récupère progressivement, le plus possible, des séquelles, mais je garde tout ça. Je garde On a tendance à vouloir, on a trop souvent tendance à vouloir faire comme les valides quand on a un handicap ou une maladie. Et non, on a le droit, tout comme on a le droit d'aller voir le médecin quand on est malade, et ben on a le droit on a encore plus ce droit que les personnes valides de prendre soin de soi émotionnellement, psychologiquement, nerveusement. Voilà. Et puis là, on parle beaucoup de... Merci Barbara pour tout ce que tu nous partages. On parle beaucoup de ce qu'on met en place individuellement, de nos impacts individuels et se dire aussi que on a besoin de se le dire de temps en temps ou de se l'entendre dire que c'est pas nos problèmes, que c'est pas de notre faute, qu'on est malade et qu'il y a tout aussi un monde dans lequel on vit extrêmement productiviste et validiste qui nous met en difficulté d'autant plus dans notre quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel. Moi, pour ma part, c'est vrai que m'intéresser aux recherches universitaires et aux mouvements sociaux anti-validistes, alors ça m'a pas sauvée, hein, mais ça m'a permis de prendre conscience de dans quoi je m'inscrivais là individuellement et effectivement les démarches collectives aussi partagées, comme on le fait ce matin. Moi, je l'ai partagé beaucoup avec les membres Red for Good quand j'ai rejoint la communauté parce que du coup, je suis très isolée. Je vais de temps en temps à des trucs en présentiel de réseautage, mais voilà, ça aide que ce soit à retrouver des communautés de patients liées à notre maladie ou une forme de communauté comme ce qu'on fait ce matin. Ça aide aussi déjà à se sentir moins seul, plus légitime et en échangeant à penser à des solutions comme tout ce que vous avez pu évoquer avec nous ce matin. Merci beaucoup pour vos partages. Alors, je sais que les échanges sont passionnants et qu'il y aurait encore plein de choses à dire sur ce sujet-là. Mais on reste aussi disponible voilà, dans le chat s'il y a des questions, s'il y a des points pour lesquels aller plus loin. Un grand merci à toutes
pour vos partages. Merci beaucoup. Voilà, Merci Amélie pour qui sont pas évidents quand même. Je tiens à le préciser aussi pour les personnes qui nous écoutent que c'est pas toujours évident de parler de ces sujets-là aussi sensibles. Donc, merci à vous pour en avoir parlé et prendre en compte aussi sur les personnes qui nous écoutent, si vous n'êtes pas vous-même atteinte par cette maladie, vous avez aussi des collègues qui peuvent être dans ces situations, des apprenants et des apprenantes. Et quand on conçoit finalement nos formations, ne pas hésiter à penser à ces quelques témoignages parce que finalement, il y a toute une diversité de personnes avec qui on est confronté dans nos métiers. Grand merci à toutes. Merci à Delphine pour l'invitation et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci à tout le monde. Bonne journée.